plaisir de me retrouver à nouveau pour l'invité du jeudi, comme vous le savez, qui est co-organisé par le CNAM Bretagne et la FAS. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui de traiter des enjeux des débris en orbite et d'accueillir pour cela Romain Luquen, qui est fondateur de la société start-up Share MySpace, et comme grand témoin, Florent Delefly de l'Observatoire de Paris. Voilà, donc, M. Luquen, vous avez la parole. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Debré. Bonsoir à tous. Je vais partager mon écran. Donc bonsoir à tous, Romain Luquen. Je suis donc cofondateur et CEO de Share MySpace. Pour me présenter en deux mots, je viens du monde de la physique des plasmas. J'ai fait mon master en physique des plasmas juste après Polytechnique et j'ai enchaîné sur un doctorat dans ce domaine. Et la physique des plasmas appliquée à la propulsion de satellites. Avec une grosse dominante simulation numérique qui a guidé mes travaux de recherche pendant ce début de carrière. Et en fait, pendant ma thèse, j'ai eu la chance de rencontrer Damien Giolito, qui est devenu mon associé. Et donc, on a créé cette société Share MySpace ensemble en 2017. Sur le thème des débris spatiaux, au début, ça venait vraiment d'un constat, le constat d'une nécessité pour nous, collectivement, de traiter ce problème des débris spatiaux. Donc, vous voyez ici une image, évidemment, les objets ne sont pas à l'échelle, et c'est une image un petit peu catastrophiste, on va dire, mais en revanche, le risque est bien là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a autour de la Terre plus d'1 million d'objets de plus de 1 centimètre qui sont en orbite terrestre et qui partagent l'espace avec les satellites qui sont en orbite et qui servent des missions critiques pour l'humanité sur Terre. Ces objets, leur taille varie donc de plusieurs mètres, puisqu'il peut s'agir de voire plusieurs dizaines de mètres, puisqu'il peut s'agir de morceaux de fusées qui ont été abandonnés ou d'anciens satellites, jusqu'à des fragments de l'ordre de la micromètre, qui peuvent néanmoins avoir des impacts sur les surfaces de satellites. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Donc voilà, ma présentation va commencer par un peu quelques généralités sur le problème des débris spatiaux et j'enchaînerai, je prolongerai cette présentation par quelques mots sur la surveillance de l'espace et comment nous, à Share MySpace, est-ce qu'on s'adresse au problème. Donc, pour donner quelques chiffres, donc, aujourd'hui, il y a pas loin de 5000 satellites actifs en orbite, avec une multiplication impressionnante ces dernières années du nombre de satellites envoyés. Donc, pour vous donner une idée, quand moi j'ai commencé ma carrière dans le spatial en 2016, donc c'était il n'y a pas si longtemps, il y avait 2000 satellites en orbite, et donc aujourd'hui, il y en a plus de 5000. Donc, pendant toute l'ère spatiale, entre les années 60 et les années 2010, on envoyait typiquement entre 70 et 140 satellites chaque année en orbite. Et l'année dernière, en 2021, il y en a eu plus de 1800. Donc en fait, le nombre de satellites envoyés chaque année a été multiplié par 10 en 4 ans, grosso modo. Donc on estime que d'ici 5 ans, il y aura plus de 20 000 satellites en orbite. Et donc une congestion du trafic qui était anticipée, ou en tout cas la nécessité pour l'ensemble des utilisateurs de l'espace de gérer le trafic spatial d'une manière différente. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de piloter un satellite de manière unique comme s'il était dans le vide, mais il faut vraiment prendre en compte l'environnement pour naviguer dans l'espace de manière sûre. Donc au total, 9000 tonnes de débris ont été laissés en orbite. Donc les débris spatiaux, c'est des débris qui sont issus de l'activité humaine dans l'espace. Et avec un certain nombre d'événements marquants. Donc dans les années 90, c'était principalement des fragmentations de satellites en fin de vie et de réservoirs qui n'étaient pas vidés à la fin de leur mission. C'est-à-dire qu'il y avait encore des ergols, des gaz sous pression qui étaient contenus à l'intérieur des réservoirs, et au fil des cycles thermiques et des bombardements
des radiations, eh bien, ces matériaux ont fini par céder et avec des explosions, puisque c'était des matériaux qui avaient des gaz sous pression, et des explosions qui ont généré des dizaines, des centaines de débris qui ont formé le catalogue de débris initial, à tel point que le syndrome de Kessler, qui est aujourd'hui assez médiatisé, date en réalité de la fin des années 70, donc assez tôt, en fait, certains chercheurs avaient anticipé ce problème de congestion dans l'espace, bien avant les satellites de Starlink. Donc dans les années 2000, il y a eu deux événements très marquants. Un test anti-satellite d'un missile anti-satellite chinois, Fengyun 1C en 2007, et une collision frontale entre deux satellites, un satellite actif Iridium 33 et un satellite russe inactif Cosmos 2251 en 2009, qui ont généré, donc ces deux événements ont généré des milliers, des milliers de débris de plus de 10 centimètres qui sont encore traqués et génèrent un grand nombre des alertes reçues aujourd'hui par les opérateurs de satellites. En 2021, il y a eu deux événements assez marquants. Il y a eu une collision entre un satellite chinois Yunai 102 et un fragment d'anciens satellites russes, donc d'anciens étages supérieurs russes. Donc en fait, c'était un objet qui à la fin des années 90 n'avait pas été passivé et qui avait explosé, qui avait généré des fragments. Et un de ces fragments, en 2021, est rentré en collision avec un satellite chinois. Voilà. Et donc ça a généré plusieurs dizaines de débris qui ont été catalogués et bien sûr, à chaque fois, davantage de débris qui sont non catalogués et qui correspondent à des tailles bien plus petites. Et en 2021, en novembre, vous avez sans doute entendu dans les médias que la Russie a fait un test de missiles anti-satellites également, ce qui a généré des centaines de débris qui sont aujourd'hui au catalogue. Voilà. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que donc là, vous m'entendez parler de population de débris et de taille de débris. Donc en fait, aujourd'hui, on est capable de traquer environ 3% des objets dangereux. Les objets qu'on considère comme les plus dangereux, c'est les objets de plus de 1 cm. Et parmi ces objets de 1 cm, seuls environ un peu plus de la moitié des objets de plus de 10 cm sont traqués, ce qui correspond à 3%. Donc, ces 3%, ce catalogue d'objets spatiaux, d'objets de 10 cm, est essentiellement constitué par l'armée américaine. Voilà, donc la situation n'est pas durable, puisqu'il y a un nombre, le nombre d'objets générés par les collisions et les explosions continue d'augmenter, et le nombre de satellites déployés en orbite augmente de manière très violente également. Donc globalement, le risque de collision augmente de manière très significative, et donc il est nécessaire d'attaquer ce problème à bras-le-corps. J'ai l'impression que mon ordinateur refait des siennes. Bon, on va faire comme tout à l'heure, à cappella. Donc, ce risque de collision, il est caractérisé par de différentes manières. Il peut y avoir des modèles statistiques un petit peu comme ceux qui ont permis l'anticipation de l'évolution exponentielle du nombre de débris en orbite, donc avec les travaux de Donald Kessler à la fin des années 70, début 80. Et l'autre manière d'appréhender ce risque, c'est en fait de regarder l'ensemble des rapprochements qui ont lieu entre les populations de débris et les satellites actifs. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de services publics qui existent pour alerter les opérateurs de satellites en cas de rapprochement avec des débris dangereux. Et les, les principaux contributeurs de ces messages d'alerte sont les services de l'US Space Force, qui donc, grâce à leur réseau de surveillance de l'espace et le catalogue qu'ils arrivent à constituer, arrivent à anticiper les trajectoires, anticiper les rapprochements et envoyer des messages d'alerte. Voilà, donc quelques chiffres donc, pour faire un peu la synthèse de ce que je vous disais. 36 000 objets de plus de 10 cm, dont environ 25 000 qui sont catalogués, et 1 million d'objets de plus de 1 cm. Et ce qui est important de
de comprendre, parce qu'un million d'objets dans un espace qui est aussi grand que l'espace, donc vous imaginez l'orbite géostationnaire, c'est à 36 000 km de la surface de la Terre, donc vous imaginez un petit peu le volume. Donc finalement, on pourrait se dire qu'un million d'objets là-dedans, c'est pas grand-chose. Euh, mais le souci, c'est vraiment les vitesses orbitales qui sont en jeu. Donc chaque objet emporte une fraction de l'énergie cinétique d'une fusée. Donc il va à plusieurs kilomètres par seconde, 8 km par seconde, 8 km par seconde en orbite basse, plutôt 4 km par seconde en orbite géostationnaire. Et c'est ça qui est en fait le danger. Ça crée des flux très importants sur les surfaces. Donc, voilà, les flux, c'est le produit entre une certaine densité d'objets, donc qui est très faible, et une certaine vitesse qui est, elle, très grande. Donc en faisant le produit de ces deux facteurs, eh bien, le résultat n'est pas si négligeable. Et bien sûr, les énergies cinétiques en jeu sont très importantes. Donc, à titre d'exemple, 1 millimètre à une bille d'un millimètre à 15 km par seconde, ce qui correspond aux vitesses relatives en orbite basse, eh bien, c'est l'équivalent d'une boule de bowling à 100 km. Voilà, donc d'autres encore des chiffres. Au niveau du CNES, donc avec une vingtaine de satellites, les opérateurs reçoivent plus de 5000 alertes par jour. L'ESA effectue 2 manœuvres par an et par satellite. Donc ça correspond à des, oui, à des régions assez fortement peuplées, on va dire. Euh, et donc tout ça, ça a un impact très important sur l'environnement orbital et sur notre capacité à accéder à l'espace dans le futur. Et également sur les modèles économiques des opérateurs de satellites qui exploitent l'espace, mais dans un environnement qui est de plus en plus incertain, de plus en plus dangereux, à tel point que certains assureurs aujourd'hui refusent de couvrir les risques opérationnels en orbite basse. Ok, il y avait juste une petite vidéo que je voulais vous montrer, qui est une simulation qui a été faite par qui a été réalisée entre donc c'est la simulation de l'événement qui s'est produit en 2009 entre le satellite Iridium 33 le satellite Cosmos 2251, donc autour de 800 km d'altitude. Ces deux satellites qui étaient sur des orbites proches polaires, donc héliosynchrone ou polaires. Euh, et donc, vous voyez sur cette petite vidéo les deux nuages de fragments qui sont générés, qui proviennent des deux satellites, avec des delta V, en fait, qui sont une distribution de delta V qui est appliquée à ces objets au moment de la collision. Et puis, et ensuite une dispersion au cours du temps, évidemment, puisqu'il y a les équations de la mécanique céleste sont chaotiques. Ça, Florent pourrait en parler. Et donc, un petit delta V à un certain temps fait que l'ensemble de la coquille d'altitude est pollué au bout en temps long, quoi, au bout de quelques jours ou quelques mois. Voilà, donc pour, euh, pour insister un petit peu sur l'impact économique, donc les manœuvres coûtent cher, hein, parce que le, il faut utiliser du carburant pour effectuer des manœuvres, évidemment, et tout le carburant qui est à bord des satellites, c'est du carburant qui a dû être envoyé depuis la Terre, hein. Il n'y a pas d'autre moyen que d'emporter de la masse aujourd'hui en orbite pour se propulser. Donc c'est du coup, c'est de la diminution de temps de vie pour le satellite, donc diminution de la mission. Quand les opérateurs effectuent des manœuvres, bien souvent, ils doivent arrêter leur antenne, donc arrêter l'exploitation de leur satellite. Et puis, c'est des coûts opérationnels au sol, et bien évidemment, puisque c'est des gens qui doivent être prêts à anticiper un scénario de manœuvre, le tester, l'injecter, contrôler que tout se passe de manière correcte. Ou bien il faut développer les outils qui permettent d'automatiser ce process, et donc c'est ce que nous on propose à Sharma Space, entre autres. Euh, Évidemment, la perte d'un satellite coûte très cher. Donc aujourd'hui, des satellites, il y en a un petit peu de tous les prix, hein. Là, j'ai mis une fourchette approximative de 5 millions à 100 millions, mais on pourrait encore étendre cette fourchette d'un ordre de grandeur vers le bas et d'un ordre de grandeur vers le haut, hein. Il y a des satellites qui coûtent nettement moins d'1 million et il y a des satellites qui coûtent plutôt de l'ordre d'1 milliard d'euros. Donc voilà, ça potentiellement une perte sèche pour l'opérateur. Il y a eu des exemples, Iridium 33,
Intelsat 2901 en 2019 également, qui a été percuté par un petit fragment sur l'arc géostationnaire. Et, et bien sûr, donc vous avez vu dans la simulation précédente, si une collision se produit à une certaine altitude, ensuite c'est toute la coquille d'altitude qui est impactée. Et donc potentiellement, il existe une constellation opérationnelle à cette altitude, eh bien l'ensemble de la constellation va être mise en danger. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, il y a des systèmes qui existent, euh, mais il y a des limites. Alors, quelles limites? Il y a des limites technologiques, tout d'abord, puisque aujourd'hui, les radars qui sont utilisés ne permettent pas de détecter des objets qui font 1 centimètre, tout simplement. Ils ne permettent pas de voir sur toutes les orbites, puisque avec des radars, il faut être capable d'émettre beaucoup de puissance et ensuite de récupérer une puissance qui va être réfléchie. Donc, la puissance récupérée dépend très fortement de la distance, donc en 1 sur R4. Et en fait, au départ, les réseaux de surveillance de l'espace qui permettent de suivre les débris, c'est un sous-produit des réseaux de surveillance militaire pour la défense contre les missiles. Donc, le réseau de surveillance de l'US Air Force, c'est vraiment ça au départ. C'est un réseau qui permet de se protéger contre les missiles russes. Et ensuite, ça a été utilisé pour les satellites et pour les débris. Et puis, il y a un enjeu de fiabilité de la donnée, en fait, à différents niveaux. Déjà parce que les données de capteurs et le traitement des données de capteurs, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, il y a un intérêt permanent à croiser les sources pour s'assurer que la donnée qui est fournie est juste, hein, vu les enjeux. Voilà, la redondance n'est pas de trop. Et puis, quand on dit fiabilité, c'est aussi intégrité finalement, parce que si on dépend de l'US Space Force, et bien quelque part, les Américains ont toute la liberté de modifier les données et finalement de nous fournir les données qu'ils veulent, et donc de filtrer et de contrôler l'accès à l'information. Euh, et, et de manière générale, aujourd'hui, les ressources sont limitées. Donc, des radars, bon, il en existe de plein de types, mais aujourd'hui, on arrive sur des systèmes de radars qui coûtent plusieurs milliards de dollars pour répondre à une partie du problème. Donc, il y a un peu une limitation de ressources disponibles, sachant que ce n'est pas les budgets militaires aujourd'hui qui vont permettre de répondre à l'ensemble de la problématique. Donc aujourd'hui, il y a un marché qui est en train d'émerger, qui n'est pas seulement le marché militaire, le marché de la sécurité en orbite, en fait, pour les opérateurs de satellites, avec des besoins d'automatisation, avec des besoins d'optimisation de la mission pour garantir l'accès à l'espace. Donc pour les opérateurs et également pour les lanceurs qui ont besoin de s'assurer que dans cette phase courte mais tellement critique qu'est le lancement et le déploiement d'un satellite, eh bien l'ensemble du système est protégé et donc il ne va pas entrer en collision avec un objet qui est déjà dans l'espace. D'un point de vue militaire, donc il y a évidemment des applications qui sont de plus en plus d'actualité, avec la militarisation de l'espace, évidemment voir ce qui se passe dans l'espace et avoir une liberté d'action pour l'ensemble des pays, des puissances spatiales, c'est quelque chose d'indispensable. Et pour les agences et les gouvernements de manière un peu plus large, c'est très important de doter de moyens de surveillance de l'espace pour être capable de réguler, de montrer et de contrôler que les lois et les bonnes pratiques sont bien appliquées par les opérateurs, avec un environnement aujourd'hui réglementaire et de normes qui est en pleine évolution. Voilà, je vous donnais juste un petit exemple là, sur cette vidéo. Je vais retenter d'être en plein écran. Je vais prendre le risque. Donc ça, c'est une vidéo, un exemple de satellite qui voilà, on pourrait entrer en collision avec un débris que vous voyez ici. Le halo de lumière que vous voyez, ces deux halos, ce sont ce qu'on appelle les covariances, les ellipsoïdes de covariance qui représentent un petit peu la densité de probabilité de présence de ces deux objets.
vous avez vu les trajectoires, et là, donc on anticipe les trajectoires, et puis avant que la collision se produise potentiellement, sachant que tout cela est probabiliste, hein, parce que voilà, on a des densités de probabilité, on effectue une manœuvre, on change la trajectoire, et on peut anticiper que le rapprochement n'est plus dangereux, et donc que la manœuvre est validée. Voilà. Donc tout ça, ça peut être fait à la main, mais ça peut être aussi automatisé. Donc nous, c'est ce qu'on fait à Charles Espace. Donc il y a un fort enjeu sur la surveillance sur la surveillance et l'acquisition de données d'objets. Euh, Traditionnellement, les radars ont très bien fonctionné pour les orbites basses à cause de l'héritage militaire, donc ça, vous avez bien compris. Le gros avantage des radars pour les applications militaires, c'est que c'est extrêmement réactif, c'est que ça marche de jour et de nuit, ça marche même s'il y a des nuages, mais c'est pas forcément très sensible et c'est pas forcément très précis. Et c'est limité par des problèmes de longueur d'onde, et c'est pas facile d'installer un radar où on veut. Alors qu'en optique, finalement, oui, on est gêné par les nuages, oui, on est gêné par le jour, mais par contre, on est très précis et on est très sensible à condition d'avoir des bons systèmes bien réglés. Euh, et en plus, ça coûte beaucoup moins cher. Donc avec un système comme celui-ci, qui est un système de télescope grand champ avec un grand nombre d'ouvertures, on arrive à détecter les plus petits objets qui sont au catalogue américain et à faire et ensuite à prédire leur orbite de manière tout à fait précise. Donc là, c'est l'exemple de, de SpaceBee, qui est un satellite qui est un quart de U, hein, le U étant l'unité du CubeSat. Euh, donc c'est un satellite qui fait 10 par 10 par 2,5 cm et qui a 400 km. Donc vous voyez sur cette image, vous voyez le fond étoilé, et au milieu, vous distinguez probablement ce qu'on appelle un streak, donc une traînée qui correspond au passage du satellite pendant le temps de pause de la prise de vue. Et vous voyez, et les petites croix que vous voyez ici correspondent aux données publiques qui sont qui sont données par les Américains. Donc, vous voyez que là, on n'est pas très loin, mais on est un peu plus, on apporte quand même une correction par rapport aux données américaines. Voilà, donc on peut faire ça en Léo, on peut faire ça en Géo aussi, et observer des événements particuliers en Géo, comme ici le docking entre le service le, le serviceur MEV2 de Northrop Grumman avec un satellite d'Intelsat l'année dernière. Donc ça permet de faire ce type de systèmes sont assez versatiles en termes de missions réalisées. Euh, Vous pouvez aussi, donc là c'est un exemple intéressant parce que c'est une des quelques constellations sur l'orbite géostationnaire, la constellation Astra. Vous voyez les quatre satellites à droite. Et là, vous avez donc un débris qui est en fait un gros débris puisque c'est un étage supérieur de lanceur Atlas 5. Centaure, et qui tourne sur lui-même. C'est pour ça que vous voyez ces modulations sur la courbe de lumière. Donc voilà, c'est cet objet-là, en fait, donc là, qui était au sol, qui tourne de manière incontrôlée et qui vient croiser la trajectoire des satellites de la constellation Astra. Donc, on peut aussi utiliser les systèmes optiques en tracking. Ça peut être intéressant pour essayer de caractériser au mieux les objets en termes de taux de rotation, et puis de trajectographie aussi potentiellement. Là, vous voyez, c'est une cible en orbite basse, qui était un satellite dont l'opérateur avait perdu le contrôle. Voilà, on est capable de suivre l'objet, d'acquérir les variations du signal lumineux. Voilà. Et ce que vous voyez derrière, en fond qui défile, ce sont les étoiles. Voilà, donc d'un point de vue de la souveraineté, vous avez compris que c'était très important d'avoir une connaissance de ce qui se passe en orbite de manière indépendante pour pouvoir contrôler, avoir une certaine liberté d'action, anticiper les menaces, etc. Et puis, de manière générale, assurer la sécurité des opérations spatiales, assurer l'accès à l'espace. Euh, voilà, une petite courbe classique du nombre d'objets par catégorie. Donc, il y a vraiment une augmentation très forte à partir des... Voilà, vous voyez les quelques ruptures de 2007-2009, donc les deux événements dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, à partir de... Et là, aujourd'hui, dans les fin des années 2010-2020, il y a une forte augmentation du nombre de satellites envoyés, comme vous voyez, donc plus de 5000 aujourd'hui. Et puis des objets non identifiés, c'est-à-dire des objets qui sont au catalogue, que les réseaux de surveillance arrivent à suivre de manière
régulières, mais qui ne sont pas forcément très bien identifiées à un lancement. Donc, je vous ai montré une collision catastrophique entre deux objets très gros, hein, de satellites, mais c'est aussi intéressant d'imaginer à quoi ressemblent les impacts de petits débris, parce que finalement, c'est ceux qui sont les plus nombreux, et donc on a beaucoup d'exemples d'impact de petits débris. Donc voilà, là c'est l'exemple sur la figure de gauche des conséquences de l'impact d'une bille de 1 cm d'aluminium sur une surface d'aluminium. Donc voilà, ça fait ce type de cratère, ça peut traverser des surfaces de plusieurs centimètres, voire avoisinant 10 centimètres. J'ai d'autres exemples sous. Voilà, donc il y a eu des photos qui ont été prises par des satellites, je ne me souviens plus quel c'était, peut-être un satellite Sentinelle, qui avait pris une photo d'impact pris une photo avant et après un impact de débris sur le panneau solaire. Donc là, on distingue un trou en fait, et ce satellite a ensuite été récupéré sur Terre, et donc on peut voir certains cratères. Par exemple à Cologne, où vous avez des morceaux de panneaux solaires qui sont redescendus, qui sont exposés, et c'est très impressionnant de voir à quel point ils sont criblés d'impacts de microdébris. Voilà, il y a eu des exemples sur le satellite Hubble, sur le radiateur de Hubble. Et sur la navette spatiale, en fait, il y a eu beaucoup d'analyses, puisqu'il y a eu un certain nombre de vols de navettes spatiales, donc des objets qui allaient en orbite, qui passaient un certain temps et qui rentraient sur Terre, et donc des analyses statistiques de tous les impacts subis par la navette spatiale, sachant qu'on connaissait parfaitement sa trajectoire et son attitude. Donc ça a donné beaucoup d'informations sur les populations d'objets qui étaient en orbite, pour des tailles qu'on était incapable de détecter depuis le sol. Tout ça, ça sert à alimenter des modèles statistiques qui vont donner une vue globale du risque. Il y a également des objets qui rentrent, hein, donc la pollution spatiale, c'est évidemment un gros problème, mais il y a aussi un enjeu qui consiste à savoir ce qui va retomber sur Terre, puisque les objets qui sont dans orbite basse, globalement, un jour, ils vont finir par retomber sur Terre. Donc la plupart d'entre eux sont brûlés dans l'atmosphère, avec les transferts thermiques qui sont en jeu lors des phases de réentrée. Mais il y a également des fragments qui tombent, et notamment des réservoirs en titane de fusées qui ont été, ou de gros satellites qui ont été récupérés sur Terre. Et il y a beaucoup d'exemples de ce type-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de mort sur Terre à cause des débris spatiaux, ou en tout cas pas aucun qui a été référencé. Mais par contre, il y a des objets de ce type qui sont tombés au voisinage de zones habitées. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, il y a un nombre de satellites qui augmente de manière assez phénoménale, avec des constellations de satellites qui sont de plus en plus grandes et de plus en plus nombreuses. Et aujourd'hui, les orbites qui sont privilégiées, elles se trouvent autour de 500-600 km globalement, donc les basses couches de l'orbite basse, on va dire. Et puis, et de manière un peu plus large, jusqu'à 1400 km. Donc, et finalement, il n'y a pas tant de couches que ça, il n'y a pas tellement de place que ça pour des constellations de ce type, sans qu'il faille implémenter des règles de coordination très précises entre les opérateurs, puisque on peut pas, l'altitude d'un satellite, évidemment, n'est pas fixe au cours de l'orbite. Il y a plein de forces de perturbation qui viennent perturber l'orbite. Et donc, des constellations qui seraient à des altitudes proches, de l'ordre de 5 km, en réalité, les satellites ne feraient que se croiser, et il y aurait un grand nombre de rapprochements qui seraient détectés. Voilà, vous avez entendu parler sans doute de la constellation Starlink, qui représente déjà plus de 2000 satellites en orbite, et qui veut atteindre jusqu'à 40 000 satellites déployés. Donc aujourd'hui, c'est la constellation la plus avancée, on va dire, c'est une constellation qui appartient à SpaceX, et qui apporte de la connectivité sur Terre dans toutes les zones, donc les zones reculées, les zones de guerre, et puis ça peut apporter de la redondance par rapport au système de télécommunication gouvernemental.
Donc vous avez peut-être vu vous-même ces images, hein, c'est des images qui ont été prises, alors celle-là en 2019, mais jusqu'à l'année dernière, on pouvait voir ce type de train de satellite au déploiement de satellites Starlink. Donc ils sont lancés en général par batch de 40, par série de 40 satellites. Et dans leur phase de mise à poste, on pouvait observer ce type de train de satellite assez impressionnant qu'on voit à l'œil nu, et qui viennent perturber les astronomes qui veulent regarder le ciel profond. Et donc, quand on a les trains de satellites qui passent, ça peut être un peu gênant. Voilà, voilà, juste une petite courbe, une petite infographie pour montrer qu'en fait, le nombre de satellites qui était estimé il y a quelques années était complètement sous-estimé par rapport à la réalité. Euh, et, euh, et donc, en fait, on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir. On dit 20 000 satellites dans 5 ans, mais il y a aussi des projets de lancer 300 000 satellites en orbite. Donc, en fait, il y a une très forte incertitude et une maîtrise sur le risque. On peut faire des modèles, mais il faut bien alimenter ces modèles avec quelque chose. Et aujourd'hui, les entrées du modèle, c'est-à-dire les scénarios de déploiement des constellations, sont très mal connus. Et donc, c'est très difficile de se prononcer de manière catégorique sur l'évolution du risque. Alors, quelques éléments supplémentaires sur la surveillance spatiale. Donc là, vous avez une illustration du réseau de l'armée américaine. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc, il y a des radars, mais il y a aussi des télescopes. Les télescopes sont surtout utilisés pour la surveillance de l'orbite géostationnaire. Donc là, vous avez quelques exemples d'installations de radars militaires. Donc, c'est des très grosses installations, comme vous voyez. Donc, des radars monostatiques, des radars bistatiques, à balayage de phase. Euh, un autre exemple ici, je ne me souviens plus lequel c'est. Ici, vous avez la Space Fence, qui est donc le nouveau radar de l'US Air Force, qui est censé détecter des objets jusqu'à 2 cm en orbite basse. Aujourd'hui, c'est un radar qui commence à monter en puissance. Il y a d'autres exemples de réseaux. Donc, au niveau russe, il y a un réseau de télescopes qui s'appelle ISON, qui est assez performant, mais les Russes ont aussi un réseau de radars militaires au niveau du territoire russe et des pays alliés. Euh, et puis l'Europe, alors l'Europe il y a un consortium qui s'appelle le USST, qui est un partenariat entre les différents pays de l'Union européenne qui mettent en commun, dans une certaine mesure, les moyens de surveillance de l'espace des uns et des autres, avec un certain nombre de télescopes et quelques radars. Donc, pour aller plus loin, il faut investir dans les technologies et bien et s'attaquer, bien poser le problème pour pouvoir y répondre. Donc, et souvent, un problème précis va correspondre à une réponse précise. Donc, par exemple, le problème de la précision des orbites, eh bien, elle va pouvoir être résolue euh, par, euh, par le suivi par laser. En fait, avec du suivi laser, donc, il faut être capable de pointer un faisceau laser au bon endroit. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître déjà de manière plus ou moins précise la position de l'objet qu'on veut suivre, et ensuite arriver à le suivre. Et ça permet d'avoir des précisions qui sont de quelques centimètres. Il y a eu déjà des démonstrations qui ont été réalisées au niveau académique, au niveau de la recherche, notamment en Autriche. Et en France, il y a un laboratoire dans les Bouches-du-Rhône, si je ne me trompe pas, ou en Provence, qui réalise des tirs sur des satellites qui sont munis de réflecteurs et donc qui permettent de faire de la restitution d'orbite très précise. Ces technologies laser, elles peuvent être utilisées également pour dévier des objets. Donc, ça n'a pas encore été réalisé à échelle réelle, mais il y a eu un certain nombre de tests au sol qui ont été effectués pour montrer comment est-ce qu'un laser pouvait ablater la surface d'un satellite, par exemple, et de sorte à dévier sa trajectoire. L'écoute passive est aussi une technologie pour effectuer du positionnement par triangulation avec les technologies de Safran en France qui sont très performantes. Donc le suivi en géo, donc là il y a toujours des optimisations à faire sur les stratégies de balayage de l'arc géostationnaire et puis les stratégies de réseau de surveillance au niveau global pour avoir la meilleure couverture possible de l'arc géo en optique.
Et nous, ce qu'on propose à Sharma Space, c'est des stations d'observation multitélescopes pour pouvoir en fait être repousser les performances actuelles des radars sur l'orbite basse, mais en optique, avec un but civil. Donc, pour donner un petit peu quelques éléments sur l'histoire de cette technologie, donc au départ, avec Damien, on a regardé ce qui se faisait aux États-Unis chez des gens qui travaillaient sur des télescopes grand champ et qui ont déposé des brevets de systèmes, des systèmes RASA en fait. Donc c'est un système qui porte le nom de ces gens-là euh, et qui permet de faire de l'acquisition en orbite basse. Donc voilà, les acquisitions ressemblent à ça. Donc vous retrouvez les streaks, hein, donc ça c'est un extrait d'une publication. Donc nous, on s'est équipé de ce type de système, on les a testés, on les a mis en opération. Donc ça c'est le gros modèle. Et on fait de tout type de suivi. Donc là, vous voyez un objet qui traverse le champ avec une modulation d'intensité lumineuse. Donc on fait à la fois de la trajectographie et de la caractérisation. Voilà, c'est un exemple en géo. C'est SpaceBee à nouveau. Et donc, on est arrivé sur ce design de station d'observation multitélescope. Donc, vous voyez le dôme qui est assez sympa, qui fait presque 12 mètres de diamètre. Chaque télescope fait 1 mètre de diamètre, assez court en focale, avec un nombre d'ouvertures égal à 0,8, donc des télescopes très ouverts, qui permettent de faire de la veille, en fait, avec des technologies optiques sur tout type d'orbite. Et avec cette, donc on a breveté la technologie d'un point de vue du concept d'opération et on est en train de breveter également le design de télescope qui permet d'atteindre les meilleures performances en termes de sensibilité de détection pour acquérir des données sur des objets qui font jusqu'à 2 cm à 400 km. Voilà, donc notre ambition, c'est de déployer un réseau, mais un réseau raisonnable. Aujourd'hui, on a 2 télescopes en France. On est en train de déployer la première station multitélescope au Maroc et va s'en suivre un déploiement à travers le monde, au Chili, en Asie, euh, au Nouveau-Mexique, Namibie, Australie, voilà, pour arriver à un catalogue de 150 000 objets qui permet déjà de traiter une bonne partie du problème. Voilà, c'est un petit focus sur la technologie optique qu'on a développée. Euh, avec un système à 3 miroirs, donc sans lentille correctrice, donc pas de achromatique. Des capteurs CMOS dernière génération qui sont courbés pour optimiser les performances et voilà, être le plus précis possible. Et puis au niveau des montures, on achète des montures du commerce qui sont très performantes. Voilà, et puis ensuite, évidemment, bon, là j'ai mis juste une slide, mais vous imaginez que tout le traitement des données est très important et constitue un problème très compliqué. Donc une fois qu'une image est acquise, il faut être capable de traiter l'image, faire la réduction astrométrique, et puis ensuite utiliser des méthodes de mécanique céleste, détermination d'orbite initiale, détermination d'orbite et puis catalogage, pour ensuite pouvoir alimenter le catalogue et puis faire des nouvelles prédictions de passage ou bien continuer à faire de l'acquisition, faire de la corrélation, etc. Donc le système MTOS, on l'a pas encore. On est en train de déployer la première station au Maroc, comme je vous disais tout à l'heure. On a effectué un certain nombre de simulations qui permettent de valider les performances qu'on avance aujourd'hui. Et ces simulations, elles ont été validées contre des observations qu'on a pu réaliser avec nos observatoires actuels. Voilà, donc le concept consiste à balayer un cône de détection dans le ciel pour détecter vraiment tout ce qui entre et qui sort du ciel à partir d'un certain endroit au sol. Et voilà comment on se situe par rapport à quelques concurrents. Donc, Leo Labs, qui est une société américaine, l'US Space Force, ExoAnalytics, qui est une société américaine aussi, et Northstar, qui est une société canadienne. Donc, aujourd'hui, on arrive à afficher des performances qui sont au meilleur niveau de ce qui se fait, voire nettement au-delà, avec un coût d'infrastructure qui est bien moindre. Donc on arrive à 1 à 2 ordres de grandeur, ouais, presque un ordre de grandeur de plus en termes de taille de catalogue pour des coûts qui sont 1 à 2 ordres de grandeur inférieurs. Voilà. Et donc évidemment, nous, on continue à travailler sur des projets futurs
Ça pourrait être des télescopes géants sur la Lune, et on a plein d'autres idées pour faire avancer la science et la technologie dans ce domaine de la surveillance de l'espace et du SSA, Space Situational Awareness, qui a de beaux jours devant lui. Je vous remercie pour votre attention et tarde d'engager la discussion avec l'audience et Florent. Merci beaucoup pour cet excellent et passionnant exposé. On va demander maintenant peut-être à Florent Lefly de réagir derrière. Je rappelle qu'il est donc astronome de l'Observatoire de Paris. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez réagir, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir Romain. Content de se retrouver en ligne. Alors, j'ai regardé aussi les quelques questions qui sont passées sur le chat. Je vais essayer de les reléguer aussi lors de notre échange qu'on va avoir Est-ce que vous pouvez maintenant. Vous parler m'entendez bien? un tout petit peu plus fort, peut-être, s'il vous plaît? D'accord, je suis avec le téléphone pour tout vous dire. Et voilà, je suis à nouveau assis à un endroit calme pour interagir avec vous. Donc, première question, Romain, tu me parlais du coût par projet. Comment il est calculé pour financer Shermack-Tech? Le coût pour Shermack-Tech, Je ne suis pas sûr qu'on vous entende suffisamment. Attendez, excusez-moi, mais rapprochez-vous de votre téléphone ou vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autres moyens parce que je ne suis pas sûr qu'on entende très bien. Alors, et si je parle plus sais fort pas comme si- ça, est-ce que c'est mieux comme ceci? On va demander à Romain s'il entend. Oui, c'est mieux. Oui, j'entends. Tu m'entends bien, donc je vais essayer de parler bien fort, Romain. Le coût d'acquisition par objet Oui. pour Shermack-Tech, 2 ordres de grandeur inférieur à celui qu'il est pour les autres entreprises. Comment il est calculé ce coût-là? Alors, c'est un coût par rapport au CAPEX, donc le coût d'infrastructure. Sachant qu'au niveau des coûts d'exploitation, on est aussi moins cher que du radar pour lesquels il y a besoin d'émettre de la puissance et donc de consommer de l'électricité de manière assez substantielle. D'accord, d'accord. Alors, je vais avoir, on ne s'est pas du tout concerté pour les questions. Je vais avoir 2 catégories de questions à te poser. La première catégorie, c'est une série de questions finalement techniques auxquelles tu vas sans doute pouvoir répondre sans aucune difficulté. Petite précision d'abord, tu parlais des Bouches-du-Rhône pour le laser français. Oui, c'est les Alpes-Maritimes. les Alpes-Maritimes, merci. Voilà, c'est sûr que l'arrière-pays tu me corriges. grassois, la station de laser de Calerne, quand je m'en occupe un petit peu, j'apporte cette précision. La première question qui est apparue dans le chat, c'est la question de savoir ce qu'on connaît sur les objets identifiés. Est-ce qu'ils tournent bien dans le même sens? Et est-ce qu'on peut connaître leur trajectoire et leur vitesse relative avec quelle précision? Alors, la trajectoire des objets, donc les objets qui sont catalogués par les Américains, ils correspondent ce sont des objets qui font l'objet de mesures quasi quotidiennes. Et donc, on arrive à prédire leur trajectoire à 24 heures avec des précisions qui sont de l'ordre de quelques dizaines de mètres, jusqu'à quelques centaines de mètres en distance et en vitesse. On est sur quelques dizaines de centimètres par seconde, hein, dans quelques mètres par seconde de précision. Donc voilà, on est assez précis en fait sur les trajectoires. Par contre, souvent, on ne connaît pas grand-chose d'autre. Parce qu'on est capable de détecter qu'il y a un objet qui est passé, donc on réalise des mesures, mais par contre, quelle est précisément sa taille, quelle est sa forme, quels sont les matériaux, ça, souvent, c'est un peu mystère et on doit, on doit utiliser des approximations un peu grossières. Tout le monde utilise les mêmes une ou deux bases de données sur les caractéristiques des objets. Donc voilà, la trajectoire, on la connaît de manière relativement précise, même si évidemment c'est toujours intéressant d'avoir plus de mesures pour améliorer la précision. Si on arrive à descendre la précision de 100 mètres à 10 mètres, ça fait la différence entre une manœuvre qui va être réalisée par précaution et puis
une opération qui va pouvoir être nominale et donc sans stress. Donc c'est très important de continuer à améliorer la précision, mais il y a aussi un enjeu sur la caractérisation des objets. Et pour cela, on aura intérêt à diversifier encore les moyens de mesure dans l'avenir. Et ça va donner lieu à de nouvelles études. Tout à fait. Avec la possibilité, je n'ai pas trop insisté là-dessus, mais d'utiliser des moyens de surveillance de l'espace depuis l'espace qui peuvent aider à la caractérisation des objets, bien sûr. Alors, concernant les collisions non intentionnelles, est-ce que tu pourrais dire si tu penses qu'elles vont fortement augmenter dans l'avenir ou bien pas? Le problème des collisions non intentionnelles, c'est que quand on ne les a pas anticipées, on n'est pas capable de dire qu'elles se sont produites en général. Donc, c'est-à-dire que soit les deux objets sont catalogués, on est capable d'anticiper qu'il va y avoir un rapprochement dangereux et si c'est possible à faire agir. Mais par contre, si on n'est pas capable d'anticiper, eh bien souvent, une fois que la collision s'est produite, ça a impliqué souvent un objet qui était petit, un petit fragment, qui aura détruit un satellite ou qui sera entré en collision avec un autre petit fragment, et on n'est pas capable finalement de détecter quoi que ce soit. Il y a une troisième catégorie d'événements, c'est des événements entre deux gros objets non manœuvrants. Et là, il y a eu pas mal d'articles de mise en garde de la communauté depuis ces quelques dernières années sur un risque très important autour de 800 km avec de nombreux objets qui font plusieurs tonnes et qui passent à quelques dizaines de mètres les uns des autres chaque semaine. Et ça, c'est très probable que en fait, en temps, en temps infini, c'est sûr qu'il va y avoir une collision. Et à l'échelle de quelques décennies, c'est à peu près sûr aussi qu'il va y avoir une collision entre deux objets de grande taille à ces altitudes. Donc, j'ai aussi une autre question technique. Imaginons par exemple que les lancements s'arrêtent aujourd'hui, 2022. Quelle serait l'évolution à long terme de la population de débris spatiaux? Est-ce qu'il y a des zones qui seraient à terme complètement libérées de la pollution spatiale? Oui, alors en fait, aujourd'hui, il y a une région qui est déjà affectée par le syndrome de Kessler. Donc, c'est-à-dire que le nombre d'objets générés par les collisions augmente plus que l'effet modérateur de la traînée atmosphérique. Donc, cette zone autour de 800 km, eh bien, elle correspond à une zone où le nombre d'objets va continuer à augmenter sur le temps long, même en l'absence de futurs lancements. Et là, on parle d'une échelle d'un temps caractéristique de 100 ans. Donc, de 50 à 100 ans. Donc, peut-être qu'en 60 ans, le nombre d'objets va doubler à cette altitude. Et par contre, sur les orbites les plus basses, eh bien, là, en dessous de 600 km, en quelques dizaines d'années, tous les objets vont pouvoir rentrer dans l'atmosphère et donc cet espace-là sera nettoyé, entre guillemets. Voilà une réponse très très claire. Dernière question technique, si tu veux bien, qui a été posée dans le chat. La question est de savoir si il pourrait avoir un phénomène d'accrétion dans la population des débris spatiaux. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne pense pas. Je connais pas très bien les phénomènes d'accrétion, donc c'est d'agglutinement en fait entre Oui, je des pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. euh, oui, c'est les forces gravitationnelles entre les objets, elles sont négligeables par rapport à la force gravitationnelle avec les autres corps. Donc d'abord la Terre évidemment, mais aussi la Lune, le Soleil, et vraiment il n'y a pas vraiment de force d'attraction entre les objets, elles sont vraiment négligeables, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit. C'est plutôt de la dispersion que l'agglutinement. Oui, alors je suis entièrement d'accord avec cette réponse. Surtout qu'en orbite basse, il va y avoir le freinage atmosphérique qui va plutôt avoir tendance à éloigner les objets les uns des autres qu'à les faire se rapprocher. Il y a peut-être un cas qui nécessitera un jour qu'on s'y intéresse, c'est les points d'accrétion dans la résonance géostationnaire. C'est-à-dire qu'autour de la résonance géostationnaire, peut-être qu'il y aurait des points d'accumulation, mais pour l'instant, les moyens d'observation actuels
permettent pas de le mettre en évidence parce qu'il s'agit d'objets certainement de taille beaucoup trop petite pour cela. Mais c'est une bonne question et un sujet d'avenir qu'on regarde d'ici un petit peu de temps. Et théoriquement, il y a des gens qui ont montré qu'il y avait un point, une résonance et que les objets allaient potentiellement s'accumuler sur une orbite en particulier. Exactement, une espèce de point attracteur. Ouais. D'accord, incroyable. À des longitudes données. Et théoriquement, c'est comme ça que ça pourrait fonctionner. Alors après, il y aura de la pression de radiation solaire, il y aura des tas de cauchemars qui vont faire se séparer la pratique de la théorie, mais ça nécessitera quand même qu'on s'y intéresse. Deuxième série de questions, si tu veux bien, si le temps nous le permet encore. Question peut-être un petit peu plus philosophique, je dirais. Allez, une première question qui m'est venue là tout à l'heure en t'écoutant. La Tesla d'Elon Musk. Repasser, Coup comme génial ou scandale? Scandale. Enfin, les deux, hein, mais c'est quand même un scandale. Ouais. Il y a d'autres moyens de faire de la com. Tu as parlé évidemment du problème des méga constellations. Et le problème, c'est d'encombrer une région qui l'est déjà beaucoup. Et aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, c'est un nombre de lancements annoncés et un nombre de satellites nouvellement placés en orbite qui dépasse le nombre total de satellites lancés depuis le début de l'ère spatiale. Alors, est-ce que tu as une recommandation, un avis sur le fait que finalement, chaque opérateur, chaque pays est en train de penser à son propre système? Starlink est très, très connu, mais il y en a beaucoup d'autres qui pointent le bout de leur nez. Est-ce que tu as un commentaire sur cet état de fait? Qu'il va falloir faire de l'acquisition, il va falloir faire de l'acquisition de données, il va falloir partager les données, il va falloir mettre des règles à tous les niveaux, au niveau national, au niveau bilatéral, au niveau des communautés et des alliances de ce monde. Aujourd'hui, les relations internationales font que c'est difficile de concevoir un système contraignant pour l'ensemble des acteurs au niveau mondial, hein. On voit difficilement les Nations Unies aujourd'hui imposer des règles communes à la Chine, la Russie et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, chaque puissance doit s'équiper de moyens pour protéger ses satellites et augmenter le dialogue, augmenter les interfaces avec l'ensemble des utilisateurs de l'espace. Donc Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a des moyens qui commencent à émerger aussi, des moyens financiers notamment, pour faire émerger des technologies comme la nôtre, hein, bien sûr. alors justement, ça c'est une question du chat. Est-ce que tu pourrais dire un mot sur le peu de règles qui existent au niveau international sur l'occupation de l'espace? Aujourd'hui, il y a un grand principe qui est la libre utilisation, la libre exploitation de l'espace. C'est-à-dire, donc ça fait partie des 5 ou 6 traités des Nations Unies à la fin des années 60, début des années 70. Traité de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Donc voilà, ça c'en est un, la liberté d'exploitation par les nations, et puis l'utilisation pacifique de l'espace liée à la non-prolifération. Donc voilà, ça c'est un petit peu les deux principes, mais c'est pas c'est soumis à des interprétations variées, hein. On peut déployer une constellation comme le fait Elon Musk aujourd'hui, on peut voir ça comme un empiètement sur le droit des autres à exploiter et utiliser l'espace. Donc là, on est un petit peu dans le flou juridique. Voilà, ces traités d'utilisation de l'espace, ils datent des années 70, les derniers datent des années 70. On n'a pas eu de nouveau depuis, pourtant de nombreuses choses ont changé. Donc aujourd'hui, les lois, elles sont nationales. Par contre, il y a des bonnes pratiques, il y a des standards au niveau international qui ensuite peuvent être agréés au niveau des Nations Unies, par exemple, mais rien de contraignant. Donc,
Donc aujourd'hui, au niveau du trafic, personne va dire, va forcer tel ou tel satellite à tourner à droite, à manœuvrer plutôt qu'un autre. Euh, donc aujourd'hui, c'est la technologie finalement et le savoir-faire des opérateurs et de l'écosystème spatial qui va faire que les choses se passent de manière sûre. C'est l'intérêt collectif de toute façon qu'il n'y ait pas de collision en orbite. Je pense que les Américains en ont bien conscience. Ils partagent un certain nombre de données, un volume de données assez important avec la communauté depuis bientôt 15 ans. Euh, toutes les nations n'ont pas un comportement aussi responsable. Euh, mais par contre, bon, les Américains, de notre côté, ils publient des données, mais ils occupent aussi une grande partie de l'espace. Donc voilà, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas d'organes politiques, d'organes internationaux là dans les 5 prochaines années qui va réguler le problème. Donc on va vivre avec 20 000 satellites et une complexité dans la gestion du trafic qui va être très grande. Euh, et, euh, et que c'est un enjeu de souveraineté qui est fondamental. Comme on dit, peu a été fait, il y a beaucoup à faire, mais la multiplicité des acteurs, des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, dans tous les pays avec leur propre législation, va pas simplifier l'affaire, quoi. Bah, ça va, on va gérer la complexité par la complexité. C'est ça, c'est ça. Euh, Peut-être une dernière question, finalement, entre, euh, entre blindage amélioré des satellites et augmentation des contraintes sur les procédures de ce qui s'appelle la mitigation, hein, les procédures de désorbitation. Est-ce que entre les deux monteurs balance, est-ce que tu as un avis ou un commentaire à faire sur cet équilibre qu'il va falloir trouver entre les deux approches? Entre les blindages pour protéger les satellites des plus petits fragments et la désorbitation? Oui, en gros, on essaye de réduire le nombre de débris ou on se protège de ceux qui existent déjà. Ah bah les deux, hein. Et ben Les voilà. deux, il n'y a pas de, il y a pas de choix, il y a pas de choix à faire. Là, heureusement, on est sur des mesures qui sont aujourd'hui passées dans les us et coutumes. Donc, la désorbitation aujourd'hui est obligatoire pour tous les satellites qui sont soumis à la loi française. Donc globalement, tous les satellites européens doivent être en mesure de démontrer avant le lancement que les satellites vont être désorbités et rentrer dans l'atmosphère dans les 25 ans qui suivent la fin de la mission opérationnelle. Et les satellites, on va dire premium, hein, pas les CubeSats, mais les gros satellites géostationnaires ou les gros satellites d'observation de la Terre, ont effectivement des blindages qui les protègent contre les débris, les petits débris, hein, malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a aucun blindage qui permet de se protéger contre des objets de 1 cm avec des vitesses relatives de 15 mètres par seconde, de 15 km par seconde. Euh, mais contre des fragments de 1 mm ou quelques millimètres ou moins, et bien là, effectivement, il y a des couches sacrificielles, des blindages qui existent, hein, avec plusieurs couches sacrificielles. Donc, c'est des images assez intéressantes. Je n'ai pas pu les mettre. Mais en gros, c'est des blindages qui fonctionnent par couche avec une première couche qui est sacrificielle, qui va en fait disperser toute l'énergie cinétique sur un certain cône de dispersion. Et ensuite, ce cône de dispersion, il va être absorbé par une deuxième couche et éventuellement une troisième derrière. Donc ça, Alors, effectivement, c'est facile. peut-être la dernière question de cette série. Euh, Comment je pourrais dire ça? Euh, il y a plusieurs objectifs qui finalement sont un peu contradictoires. Elon Musk est en train de démocratiser l'accès à l'espace d'une certaine manière. On parle de développement durable, mais d'un autre côté, c'est lui qui est en train d'inventer le concept de satellite jetable. Après, tu as parlé du syndrome de Kessler, qui est déjà en œuvre, qui va empêcher peut-être l'accès sécurisé à certaines orbites dans un avenir très très proche. Euh, alors, en guise de conclusion, optimiste ou pessimiste pour l'avenir? Alors, moi, je suis de tempérament optimiste, hein. C'est plutôt une question de tempérament que de. C'est ça. Euh, je- C'est ouais, ton je pense dernier que. mot? Ouais. Non, je vais essayer de faire mieux quand même. On essaye.
Elon Musk, il est dans une logique d'exploitation des ressources, pas seulement terrestres, mais aussi spatiales. L'espace, aujourd'hui, l'espace et les orbites basses font partie des ressources, clairement. Euh, et donc, Elon Musk, il joue ce jeu-là, ce jeu-là, mais il se rend bien compte que bah, c'est des ressources qui sont limitées, qu'il faut protéger. Euh, et, et donc, bah, il essaie d'être aussi moteur dans la protection de cette cette ressource-là dont il est premier à profiter. Donc il faut, je pense qu'il faut pas s'arrêter faut pas s'arrêter d'exploiter les ressources. Voilà, il va toujours avoir de l'agriculture, il va toujours avoir des satellites en orbite, il va toujours y avoir de l'industrie, mais il faut le faire de manière raisonnée et surtout pas opposer les deux, quoi. Moi, en guise de conclusion, je trouve extrêmement rassurant et sain pour l'avenir que quelqu'un à la tête d'une des pépites montantes françaises du secteur spatial soit résolument optimiste. Voilà. Il y a du travail, mais on n'a pas d'autre choix que de s'en sortir. Je crois que je n'ai pas oublié de questions dans le chat, donc pour moi, c'est la fin de l'échange que j'avais envie d'avoir avec toi, Romain. Je suis très content de cette interaction-là tous ensemble. Patrice, Jean-François, si y a une question dans le chat, peut-être savoir. Écoutez, Voilà, merci à tous les deux hein, sur ces enjeux et ces défis à la fois. On va peut-être voir si, en dehors du chat, est-ce qu'il y a des malvés qui souhaiteraient poser des questions? Jean-François, je ne sais pas si vous en voyez. Moi, j'en vois pas, mais... Non, non, les questions peuvent être posées directement dans le chat, mais je crois qu'effectivement, on a fait un très joli tour. Merci beaucoup. Ah, une dernière question qui vient juste d'arriver, je crois. Allez-y, alors. Alors, c'est indiqué. Ici, alors attendez. Mais peut-être qu'on l'avait déjà posé cette question-là, parce que c'est une question en fait qui est revenue sur un nombre de plus en plus important de débris n'entraînerait-il pas une impossibilité d'utiliser des satellites à l'avenir? Par réaction en chaîne, tous les satellites finiraient par entrer en collision avec un débris. Voilà, c'était une inquiétude d'un de nos auditeurs. Alors, comment vous répondez tous les deux? Effectivement, oui, c'est bien le problème. Donc, on retourne aux réglementations de l'espace, à la fois, si je puis dire, réglementaires d'une part et morales de l'autre, en faisant effectivement du développement durable. Comment vous imaginez, en fait? Bah, oui, il y a effectivement l'aspect réglementaire et l'aspect technologique. C'est les deux piliers qui vont permettre de résoudre ce problème et faire que l'exploitation de l'espace continue, mais de manière maîtrisée et bien connu. Donc en fait, il ne peut pas y avoir de contraintes s'il n'y a pas de technologies qui permettent de contrôler en fait. Ça ne sert à rien d'imposer des lois si personne n'est capable de dire si c'est bon ou pas. Ça ne sert à rien de mettre des lois si ça tue l'ensemble de l'industrie et qu'au final personne n'utilise l'espace. Donc il faut qu'il y ait des technologies qui permettent aux opérateurs d'être conformes. Il faut qu'il y ait des technologies qui permettent aux régulateurs de contrôler. Euh, et évidemment, il faut des lois qui coordonnent tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième idée? Enfin, je me lance là, mais les satellites, la plupart du temps, sont des coproductions par des pays différents, des industries différentes, etc. Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de régulation interne, une coopération obligatoire, et qu'une personne ne peut pas prendre le dessus? Sur le nombre de satellites, avoir un quota de satellites par Non, pays? non, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes plusieurs à construire un satellite, c'est plus raisonnable que si vous êtes tout seul. On pourrait prendre l'exemple des satellites russes. Est-ce que les satellites russes, par exemple, sont faits vraiment tout seuls ou est-ce qu'en réalité, c'est une technologie qui est partagée avec plusieurs pays? Auquel cas, tout s'arrête quand il y a un problème.
Oui, voilà, l'industrie spatiale, c'est une industrie un peu mondialisée, comme beaucoup d'industries, donc et à tous les niveaux de la chaîne de la valeur. C'est-à-dire qu'un satellite, américain va embarquer des propulseurs russes, il va être opéré par des Européens, et au final, la donnée qui est transmise par ce satellite qui est opéré par des Européens, eh bien, elle va servir à des Asiatiques, etc. Donc, à tous les niveaux de la chaîne de la valeur, il y a une intrication internationale qui est redoutable dans Oui. ce passé. Ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, il y a une certaine réglementation qui se fait tout simplement parce que les gens coopèrent les uns avec les autres de manière obligatoire. Autrement dit, plutôt que de mettre des normes très particulières, le fait que les gens coopèrent pour arriver à la même fin fait qu'au fond, quelque part, ils se réglementent les uns les autres. Ou est-ce que c'est faux? Moi, Oui, j'en sais rien. oui, oui, mais il y a la logique de Mais compétition. à partir du Il y a la moment où logique c'est une industrie où tout le monde dépend de tout le monde, finalement, quelque part, il y a une certaine raison qui fait surface, non? Mais je peux me tromper en disant ça, hein, je ne sais pas. Ouais, il y a... ouais, il y a... Si Par ouais, exemple, moi j'ai entendu dire que le je peux me programme permettre, français aujourd'hui est complètement arrêté, tout simplement parce que c'est un programme qui est fait en partie avec les Russes, par exemple. Ouais. Bah, est-ce que ça a empêché la guerre? Non, ça n'empêchait pas la guerre, mais au moins, ça réglemente quelque chose dans l'espace, d'une certaine manière. il y a une logique globale, hein. En fait, le secteur spatial est tellement particulier que les règles juridiques ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Il n'y a pas de procès comme on peut l'entendre, même en cas de collision, il n'y a pas de procès comme on peut l'entendre dans le code pénal ou le code civil. Ça se gère de gré à gré, justement parce que le nombre d'opérateurs reste malgré tout limité dans un marché qui est extrêmement stratégique. Après, il y a une régulation globale. Alors, est-ce qu'elle doit être légiférée ou bien est-ce qu'elle est naturelle? Ben, je dirais que tout dépend des cas. Prenons le cas de GPS Galileo, par exemple. Ce sont des systèmes qui sont à la fois concurrents et complémentaires. Donc, chaque système peut détecter des biais ou des incohérences par rapport à l'autre. Donc, les deux, fonctionnant ensemble, ont leur utilité. Dans le cas des constellations de satellites bas pour l'Internet haut débit partout sur Terre, qui a visé essentiellement commerciale, là, mon intime conviction, c'est qu'on n'a pas besoin de 10 constellations, une par opérateur. Une, à la limite deux, serait largement suffisant. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons d'abord vous remercier, remercier aussi le public. Je crois que tout le monde a été instruit ou tout du moins informé sur des enjeux qu'on ne connaissait pas ou peu, à vrai dire. Voilà, c'est l'intérêt, encore une fois, de nos conférences invitées du jeudi avec le CNAM Bretagne et la FAS. Nous allons donc remercier tout le monde et vous donner rendez-vous pour un prochain invité du jeudi dans le courant du mois de mai.